Voilà, ça c'est bon. Donc du coup, voilà, on a organisé ce cycle de 3 visioconférences, donc des rendez-vous du réseau sur la thématique générale, donc face au changement climatique, comment agir ensemble sur nos territoires gersois. Pour rappel, ces visioconférences sont organisées dans le cadre de la démarche territoire et réseau, donc qui est portée par le CPIE Pays Gersois et qui est accompagnée par le Graine Occitanie. Nous avions organisé les assises de l'EDD en janvier 2020, où on avait eu plus de 90 personnes. Et suite à ça, on avait envoyé un état des lieux pour voilà, faire un petit peu un répertoire, un inventaire des structures en lien avec l'environnement dans le Gers. Donc, on a eu 40 réponses. Cet état des lieux est toujours accessible, donc je vous le rappellerai à la fin de la visioconférence si vous voulez vous y inscrire. Et donc, suite à cet état des lieux, on avait vu qu'il y avait un certain intérêt pour organiser des rencontres, échanger entre voilà, les différents porteurs de projets. Donc, une rencontre était prévue le 16 octobre, mais a dû malheureusement être annulée en raison du contexte sanitaire. Et donc, voilà, on a organisé à la place ces 3 visioconférences. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière. Il y en a 2 qui ont déjà eu lieu. La première, c'était sur le 11 mai sur le thème de l'impact du changement climatique sur l'environnement. Donc, c'était avec Monsieur Soubérou de Météo France et Monsieur Bunicourt de la Chambre d'agriculture du Gers. La deuxième, c'était le 8 juin, donc avec Madame Goulard de l'agence de l'eau à Dour-Garonne et Madame Liéron du département du Gers. Et donc aujourd'hui, cette dernière visioconférence sera plutôt sur la thématique donc, du changement climatique et de la biodiversité, avec donc 2 intervenants que je vous présenterai juste après. Ce que je voulais faire avant, c'est vous rappeler les petites règles dont on a déjà parlé. Vous pouvez laisser vos vidéos allumées. Au contraire, voilà, quand on parle, quand on est intervenant, c'est bien d'avoir un peu les visages en face, mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Et par contre, pour les micros, si vous pouvez les désactiver pour éviter tous les petits bruits parasites, c'est un peu plus agréable. Je l'ai dit, il y en a qui l'ont fait, mais si vous pouvez essayer de vous renommer pour qu'on arrive à plus facilement vous identifier, donc avec votre nom, prénom et le nom de la structure aussi. Il faut juste faire un clic droit sur votre nom qui apparaît et faire renommer. Voilà, c'est assez simple. Et dernière petite chose, alors si pour les questions par rapport aux intervenants, si on n'est pas trop nombreux, si les gens qui sont prévus ne viennent pas, on pourra éventuellement les poser à l'oral. Et sinon, pendant toute la durée des interventions, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet discussion, donc qui se trouve en bas au centre de votre écran. Et donc ensuite, il y a donc, Sandrine Lebrun qui est avec moi aujourd'hui aussi, qui est la directrice du CPIE et du coup qui se chargera de répertorier un petit peu toutes vos questions, de les assembler s'il y en a qui se ressemblent et on les retranscrira du coup aux intervenants. Voilà pour ça. Et dernière chose pour l'organisation, donc il va y avoir 2 interventions. Donc, la première de Thomas Roussel de l'Office français de la biodiversité pour la présentation du diagnostic territorial. Donc, sa présentation va durer environ 30 minutes et ensuite, il y aura un temps d'échange d'à peu près 20 minutes pour les questions. Et ensuite, on passera la parole donc à Claire Lemouzy de l'ADASEA qui présentera une démarche d'appui, donc la 4ZH, elle vous en dira plus tout à l'heure. Donc pour une présentation de 15 minutes et ensuite avec 10 minutes de temps d'échange.
Et on gardera un petit temps à la fin, pareil, de 10 minutes pour clôturer un petit peu ces 3 visios et voir la suite à donner à tout ça. Donc, si tout va bien, si on est dans les temps, on devrait finir un petit peu avant midi. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions sur la technique ou quoi, voilà, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet discussion. Et du coup, je vais laisser la parole à Thomas Roussel pour la première présentation. Voilà. Il fallait juste le temps que je réactive le micro. Bonjour à tous. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Oui. Alors, donc voilà, bonjour à tous. Donc Thomas Roussel de l'Office français de la biodiversité du Gers. Donc, je vais vous présenter quelques éléments issus du diagnostic territorial du Gers. Donc, on ne va pas voir tout le diagnostic parce que ça prend en compte des éléments qui ne sont pas forcément non plus sur la biodiversité. Donc tout d'abord, l'Office français de la biodiversité, qui sommes-nous? Donc l'OFB, on est un établissement public qui a été créé au 1er janvier 2020, donc tout récemment, et qui est issu de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité, que certains connaissent encore sous son ancien nom de l'ONEMA, puisque c'est l'ONEMA qui avait fusionné avec les parcs naturels marins et puis l'Agence technique des espaces naturels, l'ATEN, et donc avec l'ONCFS, l'Office national de la chasse et la faune sauvage. Donc, on est sous la double tutelle des ministères de la Transition écologique et solidaire et sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et on est 2800 agents partout en France, dont 1900 agents de terrain, donc vraiment dans tous les départements. Et sur le département du Gers, on est 14 agents. Donc, on a 300 implantations en France pour couvrir tous les départements et puis également des directions régionales ou nationales. En Occitanie, donc voilà, sur tous les départements, certains départements ont même 2 antennes, comme la Haute-Garonne, forcément, le contexte toulousain n'étant pas le même que celui de la montagne. Mais sur le Gers, on a une seule implantation à Pavie. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, on gère aussi le parc naturel marin du golfe du Lion, des réserves naturelles comme celle d'Orlu ou de Jujol, par exemple. Et puis voilà, les implantations locales. Les missions de l'OFB, donc on nous résume souvent à la police de l'environnement. En fait, on fait beaucoup plus que ça. Donc, on a des missions de connaissance et d'expertise. Sur la première photo, on voit une pêche électrique. Donc, on va aller mettre de l'électricité dans un cours d'eau pour endormir les poissons, pour pouvoir les capturer, les mesurer, les peser, regarder quelles espèces on va retrouver, les classes d'âge. Et puis, en faisant ça d'une année sur l'autre, on va pouvoir suivre indirectement l'état de la rivière pour savoir si y a des accidents. On va faire aussi des suivis, des suivis d'espèces comme là, on a une caille des blés lors d'un bagage. Et on a aussi des collègues qui font des suivis des grands prédateurs, donc ours, loup, lynx, et puis castor, énormément de suivis scientifiques. Ensuite, donc, on a un rôle de police de l'environnement. Donc aussi bien sur les aspects de l'eau hérités de l'AFB que sur les aspects terrestres de l'ONCFS. Donc ça va être si un particulier ou un professionnel va traiter au bord d'un cours d'eau, par exemple. Donc des questions de qualité, de quantité d'eau, de respect de la réglementation, respect des arrêtés. Et puis la lutte contre le braconnage, par exemple, on a en bas un chardonneret élégant qui était capturé pour être revendu. Ou alors le commerce international, comme sur la photo au-dessus, où on peut voir une patte d'éléphant naturalisée, de l'ivoire, des rostres de poisson-scie, tout ce commerce qui est réglementé, voire interdit sur le plan international. Donc tout ça, on va également le faire, même dans le Gers. On a quand même du travail là-dessus. Et puis, énormément de police de circulation des véhicules dans les espaces naturels, par exemple. Même si on ne fait plus tout, on le verra un peu plus tard, mais par exemple, les déchets, maintenant, c'est la police du maire et uniquement du maire. On a aussi un rôle de surveillance sanitaire dans le cadre de SAGIR. Donc, par exemple, le Gers, on connaît régulièrement, malheureusement, des épisodes de grippe aviaire. On ne va pas du tout s'occuper de toute la faune domestique, donc on ne va pas rentrer dans les élevages, mais par contre, on va avoir une veille sanitaire sur les espèces sauvages. C'est ce que nos collègues ont fait dans les Ardennes, quand il y a eu la peste porcine. Au final, la peste porcine n'est pas rentrée en France, donc c'est pour ça qu'on peut continuer à exporter du cochon.
Et donc là, c'était tout un travail au début de veille sanitaire sur la faune sauvage, le détecter le plus rapidement possible et puis combattre l'épidémie sur le terrain. On a un rôle d'appui aux politiques publiques, donc on va arriver en appui au service de l'État. On rend beaucoup d'avis au DDT, par exemple, quand quelqu'un dépose un dossier sur des aménagements qu'il compte faire, ou une étude d'impact qui a été réalisée par un bureau d'études. On va donner un avis technique, donc purement sur le fond, à voir est-ce que la séquence éviter, réduire, compenser a bien été mise en œuvre et est-ce que toutes les espèces ont été prises en compte, par exemple. On va avoir un rôle de gestion, préservation des espaces naturels, alors pas dans le Gers, mais comme on voyait tout à l'heure, il y a le parc naturel marin du golfe du Lion, il y a des réserves naturelles, donc tout ça qui sera géré aussi par l'OFB, et puis de la formation sur l'environnement et de la mobilisation des acteurs et des territoires, donc par le volet de l'Atlas de biodiversité communale, par exemple. On y reviendra un peu plus tard, même si plusieurs personnes ici sont directement concernées. Et puis le volet agriphone, donc pareil, on y reviendra un peu plus tard, qui est un peu de la recherche et puis de la vulgarisation des données acquises. Donc voilà, pour faire toutes ces missions, sur le Gers, on est 14. Donc, suite à la fusion, on a commencé par réaliser un diagnostic territorial. Alors, ce diagnostic territorial, il est en cours de réalisation. Tout n'est pas fini. Donc, je précise tout de suite, on ne pourra pas remettre le PowerPoint à la fin. Mais voilà, quand le diagnostic sera vraiment terminé et que toutes les cartes seront calées, on pourra peut-être diffuser quelques éléments. Donc, ce diagnostic territorial, il a plusieurs buts. Tout d'abord, pour nous, comme on avait des collègues qui étaient exclusivement sur l'eau et d'autres exclusivement sur les milieux terrestres, on avait deux établissements très différents, donc il faut créer une culture commune et que tout le monde ait les mêmes bases sur toutes les thématiques sur lesquelles travaille l'établissement. Ensuite, il faut adapter les orientations nationales de l'établissement au contexte local. Donc là, on se doute bien que dans le Gers, on n'a pas les mêmes problématiques qu'en haut des Alpes ou qu'au bout de la Bretagne. Donc forcément, les directives qui sont calées par la loi, nous, on va les orienter vraiment au contexte. Et puis prendre du recul sur les enjeux, parce qu'en fait, on connaît très bien notre département, mais au final, il y a peut-être des nouveaux enjeux qui nous ont échappé, et c'est toujours important de prendre du recul, de savoir ce qu'on a pour savoir ce qu'il faut préserver. Voilà, puis avoir un document aussi qui va nous permettre de compiler toutes les données, si jamais on a des collègues qui arrivent. Donc en fait, en quelques petits schémas, qu'est-ce que c'est un diagnostic territorial? On va regarder un territoire. Alors ici, il y a un territoire purement théorique avec une commune ici. On va se rendre compte que sur ce territoire, on a des cours d'eau, on a une confluence à un endroit, on va avoir un massif forestier, on va avoir une plaine agricole. Sur ces milieux, on va retrouver des espèces qui ne vont pas être les mêmes selon les secteurs. Dans ces espèces, on va avoir des espèces plus communes et des espèces avec plus d'enjeux. On voit là, par exemple, un saumon qui va remonter cette rivière et puis pas forcément celle-là. On va avoir des habitats en jeu et puis donc on va pouvoir repérer des secteurs sur lesquels il y a plus d'enjeux, je me répète, mais voilà, des secteurs un peu plus importants. Et ensuite, sur ces secteurs, on va regarder quels sont les acteurs, si on a des réserves naturelles, si on a des terrains qui appartiennent à un conservateur d'espace naturel, si on a un projet de parc naturel régional, par exemple. Donc tous ces liens avec les acteurs. Et puis ensuite, on va regarder quelles sont les pressions qui sont faites sur ces espèces et ces habitats. Donc est-ce qu'à certains endroits, on a des seuils qui limitent la circulation des poissons et des sédiments? Est-ce qu'on va avoir des prélèvements d'eau pour un usage industriel ou pour un usage agricole? Est-ce qu'on va avoir des sports de loisirs qui peuvent avoir tel ou tel impact à telle période de l'année? Et vraiment essayer d'avoir cette vision globale du territoire. Donc forcément, ce document qu'on est en train de concevoir ne sera pas une Bible qui va s'arrêter dans un mois. C'est quelque chose qu'il faudra mettre à jour au fur et à mesure en fonction des nouveaux acteurs, des nouvelles choses, et puis de ce qu'on peut mettre en place sur le territoire. Alors donc, ce que je vous propose, c'est un petit panorama du Gers. Beaucoup de choses seront peut-être connues par la plupart d'entre vous, mais voilà, le but de tout reprendre, c'est aussi de découvrir de nouvelles choses et des fois de se surprendre sur un département qu'on pense connaître. Donc, notre département fait 6257 km² et on est toujours autour de 190 000 habitants, la population elle est stable.
avec un taux de chômage, donc avant Covid, puisque là, on n'a pas encore les chiffres au niveau national et départemental, mais qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale. Un département très agricole, donc 73% du département est en surface agricole utile, et puis 17% de boisement seulement, contre 29 à 31% ailleurs en France. Et par contre, comme on peut le voir sur cette première carte, on a un département avec une densité de population qui n'est pas non plus très faible partout. Si on regarde par exemple vers l'Aveyron et puis la Lozère, on va avoir des zones avec vraiment aucune habitation, alors que dans le Gers, en fait, à chaque fois que vous êtes à une maison, vous voyez une autre maison, même si elle est assez loin. On a une présence de l'homme sur vraiment tout le territoire du département. Donc juste une petite carte topographique, c'est juste pour voir les différentes petites régions agricoles du département, pour bien se comprendre par la suite. Donc avec la Starac au sud, le Savès à l'est, l'Allemagne et la Ténarèze au nord, l'Armagnac à gauche, au bas Armagnac, et puis le Val de l'Adour, pardon, les rivières basses, et le Pays d'Auch au centre. Alors, notre département, donc là, on l'a déjà bien pu le voir au travers des précédentes présentations dans ce petit cycle de visio, d'un département avec un réseau hydrographique assez important, des rivières qui sont principalement sud-nord sur tout l'est du département, qui sont des rivières naturelles, donc avec une source sur le plateau de Lannemezan, mais qui sont pour la plupart réalimentées via le canal de la Neste. Ensuite, on a un autre système qui est sur l'Adour, qui est indépendant du système de la Neste, et puis tout le système Mi-12 avec des sources dans le Gers, qui est encore indépendant de ces deux autres systèmes. Donc là, on n'a pas mis le petit chevelu parce que ça chargeait encore plus la carte, mais voilà. On a quand même beaucoup d'eau finalement sur le département, qui traverse le département. Donc pour cela, on a des documents de planification à vocation environnementale qui ont été réalisés. Donc il y a le SRADET, le schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires, qui est en cours d'élaboration, qui va intégrer donc les schémas régionaux de cohérence écologique de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. Suite à la fusion des régions, il faut un petit peu de temps pour pouvoir mettre en commun tous les documents. On a donc le SDAGE Adour-Garonne, puisqu'on est entièrement dans le bassin hydrographique Adour-Garonne. Et puis, donc on a 4 SAGE en cours. Donc, les SAGE Vallée de la Garonne, qui va impacter juste quelques petites communes aux limites du Gers, principalement donc Neste et Rivière de Gascogne pour toutes ces rivières de l'éventail du plateau de Lannemezan qui sont réalimentées par la Neste. Et puis, le SAGE Mi-12 et puis le SAGE Adour-Amont. Alors, sur ce département, on va avoir des retenues collinaires et des plans d'eau. Donc, on a environ 3000 plans d'eau sur tout le département, 2000 m² à 225 hectares, et ça représente quand même 4900 hectares. Donc, on voit en rouge là, les plus importants qu'on connaît tous, hein, le lac de la Starac, le lac du Lisette, tous ces lacs-là. Mais on voit aussi en fond tous ces petits points qui représentent tous ces lacs qu'on a vraiment sur tout le département. Là-dessus, on a aussi des réseaux d'obstacles, enfin tout un réseau d'obstacles à l'écoulement. Alors, les points qui sont au milieu de rien, je vous rassure, ce n'est pas des obstacles au milieu d'un champ, c'est bien des obstacles sur des cours d'eau, mais ça surchargeait vraiment trop la carte. Donc, à chaque fois, voilà, chaque petit point qu'on peut voir ici, on a un obstacle sur une rivière. Donc, ça peut être juste un petit seuil qui va faire 1 mètre de haut, ça peut être un seuil de moulin un peu plus conséquent ou carrément un barrage. Mais voilà, on a un département qui est constellé de petits ouvrages qui font obstacle à l'écoulement des eaux et des limons, puisqu'une rivière transporte autant d'eau que de matière solide. Et puis certains, notamment sur l'Adour et sur la Rosse, sont équipés de dispositifs de franchissement qui vont permettre aux poissons de remonter le courant pour toutes les espèces de poissons migrateurs qu'on a. Mais on peut voir que voilà, sur le département, on a quand même énormément d'obstacles qui ne sont pas équipés de dispositifs de franchissement. Alors, c'est un département où on sait qu'il y a beaucoup d'irrigation, notamment pour l'agriculture, mais ce n'est pas exclusivement pour l'agriculture. Il y a des particuliers qui font aussi des prélèvements et compagnie des communes, ou des. Enfin, voilà. Les prélèvements sont nombreux, principalement donc, dans des retenues déconnectées. Donc, c'est toutes les retenues qu'on a vues tout à l'heure, donc tous les petits points en rouge. Certains directement dans les cours d'eau, les petits points en noir qu'on a un peu partout ici. Et puis très peu en nappe souterraine, on n'en a que 2. En fait, le Gers
n'est pas un département où on trouve des nappes phréatiques. C'est aussi un département qui a beaucoup changé les dernières années. Donc, on parle toujours partout en France du remembrement. Là, sur une photo aérienne actuelle de Auch, c'est sur le site Remonter le temps, hein, où on peut comparer des cartes et des photos actuelles et anciennes. Donc là, c'est le centre-ville de Auch. Et puis, on voit par exemple le lycée du Garros qui a été construit alors qu'avant, c'était des cultures. Pareil, ici, on a tout un petit lotissement qui est apparu à la place de culture. Et puis, on voit ici où on a par exemple un grand champ et avant où on avait des petites parcelles qui s'entrecoupées. Donc, c'est un département qui a beaucoup changé de par donc l'accroissement urbain et puis les changements de l'agriculture, mais aussi du côté de l'eau. Donc, Auch, suite aux inondations meurtrières de 1977, on avait le Gers à droite, là, sur la cartigène de 1950, qui serpentait énormément. Et puis maintenant, on a recalibré le Gers qui va tout droit. Donc ça a forcément un impact sur l'environnement, puisque l'eau et les limons mettront beaucoup moins de temps pour aller d'un point à un autre que s'il fallait faire tout ce parcours. Et puis pour les espèces, ça a aussi des impacts, puisqu'on va perdre des habitats, on va perdre de la continuité. On est un département, donc on l'a vu tout à l'heure, 73% agricole. Donc à l'échelle de l'Occitanie, on est quand même un département très agricole, et puis avec beaucoup de vignes sur le nord-ouest du Gers, dans l'Armagnac, comme par hasard, qui fait un peu aussi une spécificité gersoise. Sur l'élevage, on a des zones de l'Occitanie où on va retrouver de l'élevage uniquement bovin ou uniquement ovin, caprin. Sur le Gers, on est vraiment dans la polyculture élevage, en fait. On a quelques communes où on va retrouver majoritairement des élevages de volailles, mais sinon, on va retrouver aussi bien des volailles, des bovins, du porc de Margascon. Enfin, voilà. On est un département donc, qui est très varié sur les types d'élevage différents. Pour le taux de boisement, donc, on est un département très peu boisé, on le voyait tout à l'heure, seulement 17%. Quand on compare aux autres cartes de la région, on le voit très rapidement, avec quand même une petite disparité entre la Lomagne et puis le Savès, qui sont très peu boisés, et puis l'Armagnac et la Starac, qui sont déjà un peu plus boisés, même si les boisements sont parfois sur les coteaux, mais on a quand même une nette différence entre ces deux zones, et puis donc des peuplurés sur l'ouest du département, qu'on ne voit évidemment pas à cette échelle pour un département comme le Gers. Alors, pour ce qui est des espaces protégés, donc voilà, on est en blanc, on n'a pas de réserve naturelle nationale, nous n'avons pas de réserve dirigée par l'ONF, nous n'avons pas de réserve naturelle de la chasse et la faune sauvage. Nous avons par contre des terrains qui appartiennent au Conservatoire d'espaces naturels. Donc là, il n'y en a que 3 sur la carte, mais il y en a d'autres qui sont gérés par convention de gestion. Et puisqu'on est ici avec le CPIE, on a quand même un terrain qui appartient au CEN et au CPIE, qui est la carrière de Saint-Cric. Et nous n'avons pas encore d'arrêté de protection de biotope sur le département. Pour ce qui est des zones d'inventaire, donc là, c'est juste des zones où il n'y a aucune réglementation particulière, enfin, rien de plus qu'ailleurs. Mais par contre, on a un peu mieux de connaissances, enfin un peu plus de connaissances que sur le reste du département. Donc, on a des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Donc, 136 zones de type 1 et puis 26 NIEF de type 2. Elles sont souvent beaucoup plus étendues. Elles regroupent des fois même des NIEF 1, ce qui peut expliquer ça. Mais on voit qu'en fait, on n'a pas, contrairement à d'autres départements, en fait, on a encore des grandes zones où on n'a pas de SNIEF, donc on n'a pas beaucoup de connaissances des espèces présentes. Alors, on a quand même des sites Natura 2000. La Dasia, qui prendra la parole après, pourrait vous en parler bien mieux que moi, je pense, avec les vallées et coteaux de la Loze, la vallée de l'Adour, qui est en commun avec les Hautes-Pyrénées, avec la Gélise, qui est en commun avec le Lot-et-Garonne et les Landes, le réseau hydrographique de Midou-Ludon, les étangs d'Armagnac et les coteaux du Lisette et de l'Os. Encore une fois, on remarque que c'est toujours l'ouest et le sud du département et qu'on a encore des zones un peu blanches dans le nord du département. Et puis, une carte qui fait quand même assez peur quand on se compare au reste de la France, énormément d'érosion des sols, donc qui peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Forcément, un département vallonné va avoir plus d'érosion qu'un département qui va être tout plat. Le type de sol joue aussi, et puis l'occupation des sols va également jouer. Mais voilà, il faut qu'on ait bien conscience qu'on est un département sur lequel le sol peut partir très vite et que c'est quand même un enjeu assez important sur le département.
Donc voilà, aléa fort et très fort selon les zones, mais il n'y a aucun endroit qui est épargné. Ensuite, concernant la pollution lumineuse, donc là, il y a des études qui sont en cours dans le cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité avec la région Occitanie. Et on se rend compte que le Gers, on est quand même, bon, sans douter, étant donné qu'on est peu peuplé, mais on est quand même assez épargné par la pollution lumineuse si on se compare à tout le littoral méditerranéen qui est vraiment surchargé de lumière. Alors, la lumière, donc il y a des études en cours. Il faut savoir que c'est très différent en fait selon le moment de la nuit. On a de plus en plus de communes qui, pour la biodiversité, vont éteindre les lumières entre minuit et 6 heures du matin, par exemple. Donc, il y a plusieurs cartographies lumineuses qu'on pourrait faire entre les extrémités de nuit et les cœurs de nuit. Mais globalement, voilà, le Gers, ça ressemble quand même à ça, avec des impacts sur la biodiversité. On voit toujours les papillons qui vont tourner autour des lampadaires, donc on se doute que ça va les perturber. Des fois, on voit des chauves-souris qui chassent autour, mais il faut savoir que certaines chauves-souris vont y aller, mais d'autres vont considérer la lumière comme une barrière infranchissable. Donc la pollution lumineuse, ça a vraiment des impacts sur la biodiversité. Et sur le Gers, pour l'instant, on est épargné. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire attention à l'avenir, à ne pas dégrader cette situation, et puis arriver à conserver nos trames noires, puisqu'avant on parlait de la trame verte et bleue, maintenant on parle aussi de la trame noire, donc des endroits où peuvent circuler les espèces sans devoir croiser forcément des allées de lampadaires ou autres. Donc voilà, le Gers, globalement, impact faible, sauf sur les plus grandes villes, et puis évidemment le pourtour toulousain, où on a quand même un impact fort de la pollution lumineuse. Ensuite, on va passer aux parties sur les espèces menacées. Alors j'aime bien cette carte qui est quand même qui a déjà 10 ans maintenant. C'était l'atlas des chauves-souris de Midi-Pyrénées avec la répartition de la noctule commune, où on voit que cette espèce était présente partout en France, mais pas dans le Gers. Donc soit on est très fort dans le Gers pour avoir réussi à éradiquer une espèce, soit c'est juste qu'à cette époque-là, on n'avait pas de données sur cette espèce. Et le Gers, tous les naturalistes ici vous le diront, ça a longtemps été ce département en blanc sur les cartes de répartition. Donc maintenant, il y a un énorme travail qui a été fait par les naturalistes de beaucoup d'associations, notamment, et on a maintenant une très bonne connaissance des espèces, peut-être encore quelques-unes à découvrir, mais voilà, il y a un travail remarquable qui a été fait ces 10 dernières années qui va nous permettre maintenant de pouvoir regarder un peu quelles espèces sont présentes et de là voir quelles espèces sont menacées et sur lesquelles on va porter une attention un peu plus importante. Alors pour ça, on sait par exemple qu'on a des espèces qui sont soumises à un plan national d'action, donc ce sont des espèces sur lesquelles l'État va porter un regard particulier parce qu'elles sont particulièrement menacées et où on décide, avant c'était sur environ 5 ans, maintenant ça peut être sur une dizaine d'années, de faire des études, de regarder comment on va pouvoir faire pour sauver cette espèce au niveau national. Donc sur le Gers, par exemple, on est concerné par la présence de l'azuré du serpolet, qui est ce papillon, qui va avoir besoin d'un habitat particulier. Donc ici, il est sur l'origan. Dans le Gers, on le retrouve souvent sur l'origan. Et c'est une espèce qui va vivre sur des pelouses sèches et qui va avoir besoin d'un milieu particulier. Il va avoir besoin de la présence d'une fourmi particulière pour pouvoir faire son cycle complet et qui est une espèce qui est maintenant malheureusement très rare, qu'on retrouve notamment sur la zone Natura 2000 des coteaux de l'Os et du Lisette, par exemple. On va avoir aussi, il y a un plan national d'action papillon diurne qui va regrouper toutes les espèces. Donc là, forcément, on est également concerné dans le Gers. On est aussi concerné par le plan national d'action sur le milan royal, donc qui est le rapace au milieu de la diapositive, qui est un rapace qu'on voit très peu ces temps-ci. On a quelques couples nicheurs dans le Gers, mais vraiment peu. Mais par contre, en hiver, notre département est une zone d'hivernage assez importante. On va retrouver, d'après les derniers comptages du groupe ornithologique gersois, on a à peu près 1400 oiseaux qui viennent passer l'hiver dans le Gers, en dortoir d'une centaine d'individus parfois. Donc on a quand même une responsabilité assez forte sur le département, sur cette espèce. La loutre d'Europe, qu'on n'a plus à présenter, qui a bénéficié déjà d'un plan national d'action, mais pour lequel il y en a un nouveau en cours, qui elle est en train de coloniser tout le département, qui a fait une vraie progression. C'est plus rare du tout de trouver des épreintes dans le département. Et puis, il y a également un plan national d'action sur les chiroptères. Donc ici, on a 2 grands rhinolophes avec leurs petits pris dans le Gers. Et donc les chiroptères, le plan national d'action qui a été décliné par le groupe chiroptérologique de Midi-Pyrénées, qui est au Conservatoire d'espaces naturels, qui a été décliné en plan régional d'action sur les chiroptères. Donc ça, c'est des espèces sur lesquelles il va falloir porter une attention particulière
dans les années qui viennent. Il y a d'autres espèces pour lesquelles les plans nationaux d'action sont terminés, mais ça ne veut pas dire que ces espèces sont complètement sauvées non plus, donc il faut garder une attention particulière dessus. Ils sont le fluto nageant, la grande mulette qu'on voit ici, qui est une moule d'eau douce qu'on retrouve dans très peu de rivières, principalement dans le sud du département. Les odonates, donc là c'est encore une fois toutes les espèces d'odonates, donc forcément on est concerné. La cistude qu'on ne présente plus dans le département du Gers, mais pour lequel notre département est quand même un bastion. La chevêche d'Athéna, et puis le vison d'Europe, même si on est plus sur de la préservation de ces habitats en cas de reconquête plutôt que préservation de l'espèce, puisque les dernières données sont quand même très anciennes. Alors, comme on disait, pour pouvoir protéger les espèces, pour savoir lesquelles sont abondantes ou lesquelles sont rares, on a besoin donc, de connaissances naturalistes. Donc, il y a un travail de terrain qui a été fait. Et ensuite, il y a des listes rouges qui ont été établies, donc qui ont été validées par l'Union internationale de conservation de la nature et qui permettent de voir une espèce si elle est peu concernée par des pertes d'effectifs ou si au contraire elle devient rare, elle est vulnérable ou même en danger critique d'extinction. Donc là-dessus, on va pouvoir se référer à plusieurs listes rouges nationales. Donc on a la flore vasculaire, on a la liste rouge des amphibiens, on a la liste rouge des crustacés d'eau douce, des odonates, des oiseaux nicheurs, les mammifères continentaux, les poissons d'eau douce depuis 2019, les oiseaux non nicheurs de passage et les oiseaux non nicheurs hivernaux. Et on a également quelques listes rouges régionales qui sont sorties, donc la flore vasculaire, les amphibiens et reptiles, les champignons et les oiseaux nicheurs. On a d'autres listes rouges qui sont encore en cours de préparation, comme les mollusques, si je ne me trompe pas, qui vont nous permettre de savoir quelles sont les espèces sur lesquelles il faudrait porter un peu plus d'attention. Ce que je disais tout à l'heure, pour notre service du Gers, on est 14 agents. Quand on voit l'étendue des missions, on est obligé de se focaliser sur certaines espèces, malheureusement. Donc, quelques espèces qui, malheureusement, ne vont pas très bien, voire même pas bien du tout. Juste pour présenter rapidement, l'hirondelle rustique que tout le monde connaît, qui va nicher dans les granges, dans les garages, elle est carrément en danger d'extinction à l'échelle de Midi-Pyrénées. Donc, c'est quand même une chute assez vertigineuse. Elle subit encore, malheureusement, des problèmes d'arrachage de nids, en plus de tous les risques qu'il y a dans sa migration, puisque c'est une espèce qui va passer l'hiver en Afrique. C'est mieux dans ce sens-là. Et voilà. Donc, il y a des problèmes pour elle en Afrique, il y a des problèmes pour elle sur le transit, et puis elle a encore des problèmes en France. Donc, c'est une espèce qui mérite notre attention. La jacinthe de Rome, les communes sur l'est du département commencent un peu à la connaître. La daséa vous en parlera aussi sûrement très bien dans les zones humides, qui est une plante de zone humide dont on a des grosses populations dans le Gers, et finalement on a une responsabilité assez importante sur cette espèce, puisqu'elle est assez rare sur le reste de la France. On a le Ceps strié, qui est en fait, on dit souvent un orvet, c'est un lézard sans pattes, et un Ceps strié, c'est un orvet avec des pattes. Donc en fait, voilà, c'est plus de la famille des lézards, mais ça a une forme de serpent avec juste quelques petites pattes. Et c'est une espèce qu'on va retrouver aussi sur le sud du département, qui est en danger d'extinction. Après, un peu comme l'hirondelle rustique, l'effraie des clochers, qui est une espèce qu'on pensait retrouver vraiment partout, et qui est maintenant vulnérable à l'échelle régionale. Il y a certains départements comme l'Aveyron qui n'en ont presque plus. Sur le département, on en a encore des bonnes populations, mais ça ne veut pas dire que c'est une espèce sur laquelle il faut fermer les yeux. Donc elle, pareil, elle souffre beaucoup des changements de pratiques agricoles, des collisions routières surtout, et puis la perte de sites de nidification, un peu comme l'hirondelle rustique, avec des zones qui seront moins favorables ou des zones favorables qui vont être retapées et qui ne lui permettront plus de se développer. Après, ici, on a un papillon. J'ai essayé de montrer un peu un éventail avec tous les groupes, qui est la zygène cendrée, qui est quasi menacée à l'échelle régionale et qu'on va retrouver sur certaines pelouses sèches, notamment sur le sud du département. Ici, vous avez l'écrevisse à pattes blanches, que tout le monde connaît de nom, mais malheureusement, il y a très peu de personnes qui l'ont trouvée dans le Gers, qui est une espèce qui est en danger d'extinction. Et dans le Gers, en fait, on la retrouve plus que dans quelques ruisseaux à peine, qui mérite vraiment de l'attention.
Et puis ici, on a l'Ophrys guêpe, donc je vous épargne le nom latin qui est un peu compliqué, qui elle est en danger critique d'extinction. On n'a que 3 stations, en fait, si je ne me trompe pas, sur le département. Alors, quelques autres espèces. Voilà. Donc l'aigle beauté, qui lui est également vulnérable, donc qui fait à peu près la taille d'une buse, blanc avec le bout des ailes noires. L'anguille, que tout le monde connaît, qui est malheureusement en danger critique d'extinction, mais pas uniquement au niveau local, au niveau mondial même. Donc il y a un poisson migrateur qui a besoin de pouvoir circuler justement dans les cours d'eau pour pouvoir venir faire son cycle sa croissance dans nos rivières. Le pic-prune, qu'on va retrouver dans des arbres à cavité, dans des vieux arbres. Je vois qu'il y a des conversations, il me reste 5 minutes. Le triton marbré, qu'on retrouve encore beaucoup chez nous, mais qui est également vulnérable et qui disparaît malheureusement. Donc on avait également une forte responsabilité. Ici, on a un minioptère de Schreiber qui est vulnérable, une chauve-souris, et la vipère aspic que tout le monde pense voir à chaque fois qu'il voit un serpent, alors qu'en fait, dans le Gers, il y a très peu de monde qui a pu réellement l'observer. On n'a que 3 ou 4 stations où on peut l'observer. Quelques espèces exotiques également, donc des envahissantes comme la jussie, le frelon asiatique ici, et puis la tortue de Floride ici qui va même jusqu'à poser la patte sur une cistude, qu'on retrouve malheureusement beaucoup dans les étangs d'Armagnac. Et cette année, beaucoup de monde a vu la forte progression. C'est une espèce qui n'est pas sur le statut européen exotique envahissante, mais le Leiothrix jaune, qui est une espèce échappée de volière, qui a colonisé un peu tout le département en un hiver. Et puis des espèces qui arrivent aussi naturellement, ce n'est pas forcément des espèces introduites par l'homme. La tourterelle turque qui est arrivée dans les années 50, avant on n'en avait pas du tout. Et puis aujourd'hui, c'est l'élagnon qui a colonisé tout le territoire, qu'on observe assez fréquemment. Là-dessus, donc nous, on a notre diagnostic territorial, mais les communes peuvent aussi s'engager pour connaître la biodiversité qu'elles ont chez elles. Donc elles peuvent faire un atlas de biodiversité communale, qui est un peu la même démarche. En fait, on va faire un inventaire des différentes espèces et milieux présentes sur le territoire. Comme ça, en fait, quand on va avoir des aménagements à faire, on saura déjà quel secteur éviter. Et donc, en fait, c'est un outil très important en fait, pour faire les plans locaux d'urbanisme, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est fortement soutenu par l'Office français de la biodiversité, et qui est un outil d'aide à la décision pour les collectivités. Donc, 3 types de rendus différents. Donc, les inventaires naturalistes de terrain, la production de cartographie sur les enjeux sur le territoire, et puis publier derrière les résultats. Donc, toutes ces productions doivent être rendues publiques. Et nous, sur le département, en France, on a 1955 communes ou communautés de communes qui se sont lancées là-dedans. Dans le Gers, on a 4 ABC. Il y en a un qui est terminé à Saint-Clar. Et on en a en cours sur la communauté de communes Astarac-Carros en Gascogne, sur le Grand Hochecœur de Gascogne, et plus récemment sur la commune de l'Île-Jourdain. On a aussi donc le programme Agriphone, j'accélère vraiment. Donc là, c'est un programme qui est national, qui est porté par l'OFB, qui a pour but d'associer les agriculteurs avec les chasseurs pour mieux prendre en compte la biodiversité dans les pratiques. On le voit quand on déchaume, par exemple, les blés, on se retrouve avec des grandes étendues désertiques qui ne sont plus du tout accueillantes pour la biodiversité. Donc le but de ce programme Agriphone, c'est de tester avec les agriculteurs et avec les chasseurs différentes méthodes qui vont permettre à moindre coût d'accueillir la faune sauvage. Donc il y a des groupes techniques bord de champ pour gérer toutes les espèces adventices qu'on va pouvoir retrouver en bord de champ, gestion de l'entreculture, machinisme, donc pour adapter les machines à la biodiversité, viticulture, donc pastoralisme et petites formes de montagne, et puis un pôle bocage. Et dans le Gers, donc la Fédération des chasseurs, la Chambre d'agriculture et le groupe ornithologique gersois travaillent ensemble pour l'entreculture, donc par exemple pour semer du trèfle sous le blé, pour pouvoir justement proposer un habitat pour de nombreuses espèces une fois que le blé est moissonné. Voilà, du coup j'ai beaucoup accéléré, donc j'espère que ça va niveau timing. Je vous remercie de votre attention et donc n'hésitez pas s'il y a des questions. Et j'ai laissé l'adresse mail du service au cas où je n'ai pas réponse à toutes les questions, ce qui risque d'arriver. Voilà, merci. Merci beaucoup Thomas, c'est parfait au niveau, au niveau timing. Ouais, ça passe.
Donc, du coup, si vous avez des questions, donc, comme on n'est finalement pas très nombreux, soit vous pouvez prendre la parole, vous pouvez aussi les poser, les écrire dans l'onglet discussion. Et il y avait déjà un commentaire, donc Sandrine, je te laisse prendre la main. Oui, le PNA Messicole. Je ne l'ai pas listé, mais oui, bien sûr. Ce que je disais, c'est un travail en cours et j'ai pas. Et, oui, ça va être. Il y aura forcément des améliorations. Avec mon chef de service, il y a peu de chances qu'on oublie les Messicoles. Oui, effectivement, tu as noté que le PNA Messicole avait été oublié, mais bon, ça c'est normal, il y a toujours des choses qu'il faut rajouter et mettre à jour, effectivement, au fur et à mesure. Là, c'est un oubli de Merci. PowerPoint, c'est pas un oubli de diagnostic. Ça. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Effectivement, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et sinon à lever la main ou intervenir si vous avez des commentaires, des questions sur la présentation qu'on vient d'écouter. Nous sommes. Alors, on a une question dans le chat. Là, y a-t-il une association de l'OFB avec les documents de planification? Alors, en fait, ce que je parlais là des atlas de biodiversité communaux, donc en fait, c'était porté à la base par l'Agence française pour la biodiversité, qui est devenue l'OFB. Et alors là, c'est vraiment les communes qui vont piloter ça et qui vont s'entourer de partenaires pour pouvoir faire tous ces inventaires. Et ensuite, ils vont pouvoir les utiliser dans leurs documents de planification. Mais après, donc les documents de planification arrivent selon les secteurs. Ils arrivent en DDT ou dans les communautés de communes. Et là-dessus, on peut être consulté pour rendre un avis technique. Mais ça se fait encore peu, je pense, sur les documents de planification. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole pour reclarifier. Oui, bonjour, Mélanie Le Goulven, à la Communauté des communes Astar à Carros. Je ne sais pas si j'ai. En première question, vous avez déjà dit que le document n'était pas finalisé et qu'ensuite il serait diffusé. Vous avez un peu un délai envisagé sur la finalisation et les modalités de diffusion de votre document? Parce que bon, là, en fait, on est autour, allez, on va dire autour de la table, même si on n'est pas autour d'une table, des associations naturalistes et puis des territoires déjà un peu engagés. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir aller chercher, informer. Bon, je pense que c'est votre leitmotiv, mais tous les territoires qui sont peut-être moins sensibilisés à la question, c'est un document qui me semble assez intéressant et accessible à un grand nombre d'élus et de personnes. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Comment sera-t-il diffusé à une échelle plus grande déjà? Pour une première question. Alors à la base, c'était un document qui devait être interne, puisque en fait, pour nous, c'est un document de travail. En fait, hein. Ça n'a pas une fin en soi. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de voir quelles sont nos priorités. Et après, c'est un document qui va englober beaucoup d'autres choses que je n'ai pas mis là, sur tout ce qui est justement comment on a du travail, par exemple, dans la police, voir comment est organisé le judiciaire au niveau local. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs qui ne vont pas forcément concerner tout le monde. Donc là, l'idée, c'était de présenter voilà, quelques premiers résultats. Enfin, c'est juste de la compilation, mais présenter quelques données. Et ensuite, on va voir justement comment on peut communiquer quelques trucs, mais on ne pourra pas communiquer tout le diagnostic territorial. Je pense qu'il restera quand même interne au service. Mais voilà, on trouvera quand même le moyen, au travers de nos avis, de toute façon, ça va ressortir sur les différents éléments. D'accord, donc on ne le recevra vraiment pas en fait, même plus tard. On va essayer de communiquer une partie, mais on ne communiquera sûrement pas tout. Enfin, là, je ne peux pas m'engager là-dessus. Je préfère le dire tout de suite. Mais voilà, normalement, à la base, c'était juste, on devait se compiler quelques données. Puis là, en fait, l'occasion s'est présentée de faire partager un peu quelques premières cartographies. Mais ensuite, voilà, je verrai avec mon chef de service, mais sûrement, on essaiera sûrement de faire passer une partie, parce que ça peut toujours intéresser tout le monde, justement. Mais on ne pourra peut-être pas passer l'intégralité du document.
Bon, j'ai l'impression que ça peut peut-être inciter ou donner envie à des collectivités de rentrer dans des démarches d'atlas de la biodiversité. Voilà. C'est un peu le but dit. aussi de. Mais oui, mais si on ne leur Voilà, donne pas, voilà, je ne sais pas après quelle démarche est faite sur le terrain pour inciter d'autres territoires à rentrer dans ces atlas. Peut-être que c'est le travail des associations naturalistes. Nous, donc Astaracarros, parce qu'il y a comme nom de famille qui apparaît, mais donc Comité des communes Astaracarros en Gascogne. Voilà, donc je sais que les associations naturalistes font un gros travail sur le terrain, mais voilà, à quel moment, quel est le déclic pour un territoire de pouvoir rentrer dans une démarche d'inventaire, voilà, ça je le maîtrise moins. Nous, on y est allé parce qu'on était territoire TEPCV. Vous marquez qu'on est sur un atlas en cours. Je pense qu'il va rester en cours longtemps parce qu'il y a tellement de données à inventorier que je ne sais pas quand est-ce qu'on peut considérer que c'est terminé en fait. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment fait. Voilà, donc on est sur une phase 2. Et d'ailleurs, pendant que j'ai la parole et après je vais laisser les autres s'exprimer, donc sur le suivi de notre atlas, on est financé par l'OFB. On a M. Lefebvre en contact. Alors pour le moment, on a surtout fait des visios, mais dès qu'on va revenir sur des réunions, même en présentiel ou même sur des visios, j'ai jamais eu l'OFB en fait qui est venu aux réunions. C'est toujours M. Lefebvre qui est en contact. Est-ce que vous faites peut-être un accompagnement pour participer au suivi de nos atlas en local et que j'aurais oublié de vous inviter. Enfin, ça me semblerait intéressant que l'OFB puisse avoir information, connaissance quand même un peu plus précisément du travail qui est fait sur le territoire. Mais je viendrai avec plaisir. Mais en fait, pour remettre dans le contexte, on était donc avant, on avait 2 établissements séparés. Il y a eu quand même un petit peu de temps pour la fusion. Donc, il fallait un petit peu de temps aussi pour s'organiser là-dessus, pour se former. Mais là, voilà, on va se replonger un petit peu dans tout ça. Donc, je viendrai avec plaisir. Merci pour ces interventions. Je vais juste passer la parole à Sandrine. J'ai oublié votre nom de famille d'Estrange de la DDT 47 qui avait levé la main et après on passera aux questions sur le chat. Sandrine Desgranges, donc de la DDT. Donc, moi, je suis à cheval entre service environnement et service de planification. Donc, la dame, juste avant, a pu répondre un peu à la question que je me posais. Nous, depuis peu, donc, le travail qu'on effectue, c'est vrai, avec les EPCI et les communes, c'est des ateliers lors de l'élaboration du document d'urbanisme sur la prise en compte de la trame verte et de la biodiversité sur leur territoire. C'est très compliqué. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, on a associé l'OFB donc, dans l'élaboration, surtout dans l'élaboration du porté à connaissance du territoire de l'EPCI. Et on espère avoir des retours de leur part, sachant qu'ils sont restreints au niveau du service et c'est très compliqué pour eux aujourd'hui de pouvoir répondre à la demande. Donc, le travail est déjà fait, chez nous, en amont, notamment avec le service environnement qui est derrière dans les ateliers de présentation aux EPCI et aux communes. Voilà. Et c'est parfait parce que ça répond aussi à une des questions du chat sur dans quelle mesure les bureaux d'études peuvent nous solliciter pour l'élaboration des documents d'urbanisme. En fait, nous, on ne fait pas d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc on ne communique pas directement au bureau d'études. Mais par contre, justement, on peut participer au porté à connaissance pour les DDT. Et ensuite, les bureaux d'études voient directement avec les DDT et non pas avec l'OFB. Nous, on part du principe que c'est très important que vous soyez associés. Vous êtes quand même les experts au niveau de la biodiversité. Mais aujourd'hui, c'était une question qui n'était pas trop développée, la biodiversité dans les territoires. Bon, on s'en fiche, nous on est là pour la démographie, la constructibilité. Maintenant, les élus ont bien pris chez nous, notamment en compte que, on ne peut plus faire ce qu'on veut sur le territoire et puis qu'il faut arriver à avoir un bon équilibre entre la démographie et la trame verte et bleue. Donc, ça commence à rentrer et on espère justement que l'OFB pourra être présent sur ces ateliers qui est très important pour les élus. Merci beaucoup pour ces interventions. Juste, il y avait une question du coup sur le chat de Gauthier Jacquemin sur les informations. Donc, l'information sur l'évolution des menaces sur la biodiversité dans le Gers par rapport au changement climatique. Est-ce qu'il y a une évolution des habitats, des espèces menacées, notamment aussi par rapport à la ressource en eau? Est-ce qu'on a quelque chose de comparatif? Alors, c'est peut-être pas
puisque votre étude est assez récente, est-ce on a très peu de données, je sais, auparavant, mais est-ce qu'il y a une espèce de comparaison possible sur l'évolution? Là, je m'y avancerai pas directement parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs différents que pouvoir vraiment imputer quelque chose au changement climatique sur le Gers, c'est un peu compliqué. Il y a quelques études en France où on sait, par exemple, on a la vipère d'Orsini sur le mont Ventoux qui est un peu une relique glaciaire, et puis on sait que la couleuvre verte et jaune, elle va monter en altitude et qu'elle va aller consommer directement et faire disparaître une espèce. Mais après, sur le Gers, une espèce directement menacée uniquement par le réchauffement climatique, c'est un petit peu dur pour l'instant de faire des conclusions. Et je pense qu'il vaut mieux se tourner vers des gens qui font des suivis vraiment spécifiquement d'une espèce sur un milieu pour pouvoir trouver ça. Mais non, enfin voilà, je préfère pas m'avancer là-dessus. On a des espèces, comme je disais, avec des évolutions, hein. Il y a forcément des espèces qui disparaissent un peu, d'autres qui apparaissent. La bécasse des bois, par exemple, elle peut nicher sur le piémont pyrénéen, sauf que avec le réchauffement climatique, elle va remonter beaucoup. On va avoir quelques grives comme ça aussi qui vont pouvoir nicher un peu dans le sud de la France et qui vont remonter avec le réchauffement climatique. Mais on n'a pas un exemple concret de dire telle espèce, elle était là et elle a disparu. Après, il y a aussi d'autres espèces qui arrivent, comme on disait tout à l'heure, les lagnons qui progressent. Il y a, enfin voilà, c'est tellement multifactoriel que de pouvoir dire juste le réchauffement climatique est responsable de la progression ou de la diminution de telle espèce, c'est assez osé. Il y a déjà l'impact de l'homme qui aussi, du coup, a ses effets. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, il y a 20 ans, il y avait très peu de données sur le Gers au niveau naturaliste. Donc, voilà, maintenant, on va pouvoir comparer, mais les données sont encore très précoces, donc on a assez peu de recul dans le temps. Et c'est tout l'intérêt, justement, de tous ces inventaires faits par les associations naturalistes, des suivis que nous, on met en place maintenant, et puis, justement, aussi des atlas de biodiversité communaux, hein, puisque c'est vraiment l'occasion de faire des inventaires sur un secteur précis. Et puis, on pourra voir dans 10 ans, dans 20 ans, comment ça aura évolué. Bonjour, est-ce que je peux compléter ma question? Oui. Bonjour, Monsieur Rossel, merci pour votre intervention. Je fais le lien avec les présentations des sessions précédentes où notamment on a quand même une bonne anticipation, disons, de ce qui pourrait se passer en termes d'évolution des conditions climatiques. Donc on sait qu'on va avoir voilà, un problème de disponibilité de la ressource en eau, des étiages qui seront plus longs au niveau des cours d'eau. On va avoir des sécheresses, des canicules plus longues, plus fréquentes, plus intenses. Est-ce qu'on peut anticiper, même si c'est un peu au doigt mouillé, que dans le Gers, on a des habitats peut-être qui pourraient être particulièrement bouleversés par l'évolution de ces conditions climatiques? Est-ce que vous avez une perception de ça? Par rapport à la ressource en eau. Donc, par rapport à l'évolution des habitats, est-ce que les coteaux calcaires secs pourraient être particulièrement déstabilisés, ou alors peut-être que c'est les plaines alluviales qui pourraient être particulièrement... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des types d'habitats, est-ce qui paraissent particulièrement vulnérables face au changement climatique? Alors, on n'a pas encore été aussi loin. Ça va peut-être me faire la transition avec l'intervention de Claire qui va venir après, qui va vous parler de comment préserver les zones humides. Et Claire qui est beaucoup plus calée que moi en botanique. Après, si vous voulez, j'ai mis l'adresse mail à la fin. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Et puis, je pourrais voir avec les collègues pour vous faire une réponse beaucoup plus correcte. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rajouter un complément sur des infos que vous avez données? Il reste 5 minutes, on a le temps. Vous avez parlé de la problématique de la tourterelle turque. Il y a également une autre espèce qui est en train de se sédentariser fortement aussi dans les colombités, c'est la palombe, le pigeon ramier, que l'on voit aujourd'hui niché depuis plusieurs années dans tous les bois et peuplé. Donc ça va avoir un effet comportemental, bien sûr, peut-être amener un certain nombre de prédateurs de cet animal-là, mais aussi déséquilibrer en partie. Est-ce que ça aura une incidence, par exemple, sur la tourterelle des bois, qui, elle, migre encore? Donc voilà, une petite observation. C'est une des rares espèces qui va mieux, parce qu'on parle toujours des espèces qui ne vont pas bien. Il y a quelques espèces qui se portent mieux. On a le milan noir qui a bien augmenté sur les dernières 10 ou 20 ans. Et le pigeon ramier, oui, il augmente. Après, la tourterelle des bois, donc c'est une espèce, je ne l'ai pas citée tout à l'heure, mais c'est une espèce qui va très mal.
Et alors elle, c'est pareil, c'est un peu comme l'hirondelle rustique, comme c'est une espèce qui migre, elle va avoir des problèmes ici pour trouver de la ressource alimentaire, pour nicher. Elle va avoir des problèmes pour sa migration, où elle va se faire capturer en masse. Alors, il y a beaucoup de chasse en Espagne, mais il y a énormément de chasse au filet sur la côte africaine. Et puis, elle va avoir des problèmes sur ces sites d'hivernage, où là, l'agriculture est beaucoup plus intensive maintenant que chez nous. Et les milieux sont vraiment saccagés. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la palombe, elle toute seule, qui va réussir à poser problème à la tourterelle des bois. Le pigeon ramier, en plus, il ne va peut-être pas nicher non plus au même endroit. S'ils n'utilisent pas exactement le même milieu, ils ne vont pas rentrer en concurrence directe. Merci pour cette intervention. Et on a une intervention dans le chat sur les sentinelles du climat de Nature en Occitanie. Je te laisse Vous voulez prendre quoi? Mélanie, tu as ton micro qui micro reste ouvert. allumé. Ah, pardon. Oui, donc du coup, on a une intervention de Nature en Occitanie qui dit que dans leur cadre Sentinelle pour le climat, vas-y, je te laisse la parole. Bonjour, moi c'est Justine Guédécombe. Donc je travaille pour Nature en Occitanie pour coordonner le programme Sentinelle du climat. Donc c'est vraiment tout récent. La démarche débute, ça fait 1 mois que je travaille dessus. C'est un programme qui existe en fait déjà sur la région Nouvelle-Aquitaine. Depuis 6 ans en fait, et qui a été coordonné par Sistude Nature, donc du côté Nouvelle-Aquitaine. Et ils ont suivi, il me semble qu'il y a 16 indicateurs en fait sur différents types de milieux pour voir en fait l'impact du changement climatique. Et nous, je me présente aujourd'hui, mais j'ai pas encore de réponse à vous donner. Mais on va essayer de dupliquer ce programme en fait du côté de l'Occitanie. Donc voilà, la première année, là, donc c'est un programme, donc on va vraiment collaborer avec les CBN, avec le CEN Occitanie et encore d'autres partenaires. Mais on va définir les indicateurs et les sites sur lesquels on va suivre ça. Mais je vois vous parler de la vipère aspic et c'était une des espèces qu'on a éventuellement fléchées en fait comme un des indicateurs. Voilà, c'était surtout pour me présenter. C'est parfait, ça répond en plus à la question de tout à l'heure, j'espère, de Gauthier, je ne vois pas le nom de famille en entier. Est-ce qu'il y a une autre question? Il reste 2 petites minutes pour une dernière intervention. Et sinon, vas-y, Mélanie. Je voulais savoir quel était le contact OFB et DREAL pour la remontée des informations à une échelle régionale. C'est une question très claire, s'il faut que je la précise. Pour les informations de l'Atlas de biodiversité communale ou... Oui, de la connaissance des éléments peut-être remarquables du territoire à une échelle régionale. Je pense qu'il faut voir justement avec déjà chez nous, Monsieur Lefebvre, avec qui vous étiez en contact. Parce qu'en fait, justement, lui, il gère vraiment les ABC sur le niveau régional. Et nous, on est juste là en appui. Comme on disait, avec toutes les missions qu'on a, on ne peut pas suivre aussi bien que lui les dossiers. Et on va essayer de devenir un meilleur relais justement pour assister aux réunions et pouvoir être là en direct et faire le lien avec lui. Ma question était plus sur la promotion des atouts du territoire à une échelle régionale. Je verrai avec lui et si vous pouvez m'envoyer un mail, comme ça j'ai votre adresse. Je tape beaucoup en touche, je suis désolé, mais voilà, ça c'est une thématique qui était vraiment gérée par des collègues que moi je récupère depuis très peu de temps. Et du coup, voilà. Ouais, je vous reprécise le pourquoi de ma question. J'étais aussi sur l'équipe projet Parc naturel régional Astarac. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, nous avons dans les comités techniques des personnes de l'ADREAL qui nous ont fait part souvent peut-être de la faiblesse de la qualité environnementale du sud gersois et parfois sur des exemples peut-être anecdotiques de l'écrevisse à pattes blanches affirmer qu'il n'y avait plus aucun lieu d'observation de l'écrevisse à pattes blanches dans le Gers. Voilà, bon, je me dis, il y a un écueil quelque part entre la remontée de données, leur connaissance et la vision qu'ils ont du territoire. Donc, comme dans les différentes missions de l'OFB, peut-être qu'il y a
voilà, avec une amélioration peut-être de la connaissance générale des données gersoises, des choses qui peuvent peut-être aller dans le sens aussi de trouver des financements et de trouver des gens qui viennent jouer sur notre terrain pour faire des inventaires. Hein. Vous l'avez dit, on a des zones blanches, on a manqué pendant des années d'inventaire, et nous on voit qu'avec le projet PNR, ça a réveillé parfois des envies de venir faire des inventaires dans un lieu que personne ne connaissait ou avait ignoré jusque-là, des gens un peu extérieurs au territoire, bien sûr. Donc, d'ailleurs, je serai présent à la réunion de mercredi sur le PNR. Donc, je suppose qu'on se verra à ce moment-là, qu'on pourra parler de tout ça. Allez, j'arrête. Du coup, merci beaucoup pour ces interventions et merci Thomas pour ta présentation. Du coup, je vous propose qu'on passe à la deuxième intervention. Donc, je vais laisser la parole à Claire Lemouzy de la DASEA. Oui, bonjour. Je vais commencer par partager mon écran. Mode plein écran, Claire. Oui, voilà, merci. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc, moi, je vais être un petit peu plus… La demande du CPE, c'était d'être un petit peu sur le concret, de comment agir ensemble, suite au diagnostic qu'on vient de voir ou qu'on a vu les fois précédentes. Comment agir ensemble sur le territoire gersois face au changement climatique. Et je vais vous parler plus précisément de la thématique de la gestion des milieux humides dans le Gers, ces milieux humides qui sont un élément, un chaînon essentiel pour lutter ou s'adapter au changement climatique. Voilà, je vais aller assez vite parce que j'ai pas mal de choses à dire. Vous présenter en 2 mots la DASEA pour ceux qui ne connaissent pas, puis revenir un peu sur le rôle des milieux humides dans l'adaptation au changement climatique, et enfin m'étendre un petit peu plus sur l'outil de la 4ZH, la cellule d'assistance technique aux zones humides, pour la gestion des milieux humides au quotidien. Donc l'association, la DASEA, je vous laisse lire le sigle, je ne m'étends pas dessus. On est une association agréée pour la protection de l'environnement qui a la particularité à la fois d'avoir des représentants du monde agricole et du monde rural dans son conseil d'administration, et un collège de gestionnaires de milieux qui sont des agriculteurs, des propriétaires, un peu des monsieur et madame tout le monde qui ont des milieux à gérer, naturels, semi-naturels ou agricoles. Et notre objectif, notre mission, c'est d'apporter notre concours à l'ensemble des acteurs du monde rural, donc les gestionnaires, les élus, les agriculteurs, pour la mise en œuvre d'actions relatives à la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité, l'aménagement du territoire, etc. Plus concrètement, nous sommes animateurs Natura 2000, animateurs de mesures agri-environnementales, animateurs zones humides, et on amène aussi de l'appui aux collectivités sur les thématiques de l'érosion, de la gestion des milieux, la trame verte et bleue, l'agriculture et l'urbanisme. Voilà, c'était un bref rappel. Le rôle des milieux humides dans l'adaptation au changement climatique. Les milieux humides qu'on appelle le milieu utile. Vous avez un petit logo milieu humide, milieu utile, qui est le logo des cellules d'assistance technique aux zones humides choisies en Occitanie. Puisque pour nous, c'est vraiment essentiel. Hein, c'est le côté fonctionnel des zones humides qui est mis en avant. Alors, les zones humides, quelles sont-elles? Donc, c'est tout ce qui est bois humide, prairies humides, landes, tourbières. Alors, les tourbières, on n'en a pas dans le Gers, on en a eu dans le passé, mais il n'y en a plus, malheureusement. Mais enfin, c'est tous ces éléments, tous ces milieux naturels, semi-naturels, qui sont sur un sol particulier avec une végétation particulière
et les milieux humides associés que sont les mares, étangs, prairies et bois inondables qui sont le support, finalement, l'habitat qui supporte les zones humides. Ces milieux fonctionnent comme des éponges. Ils accumulent de l'eau pendant les périodes pluvieuses, limitant ainsi les inondations et tout ce que ça génère, stockent l'eau et la relarguent en période sèche, limitant ainsi aussi, de l'autre côté les phénomènes d'étiage. Donc, ces éléments, ces zones humides qu'on a dans le département du Gers, mais j'ai vu qu'on avait des gens de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées côté Piémont et du Lot-et-Garonne. On a exactement des milieux très diversifiés, très en mosaïque, avec des petites zones humides dispersées un petit peu partout dans le territoire, qui ne sont pas grosses. On a peu de grosses zones humides, mais par contre, mises bout à bout, ce réseau de zones humides peut jouer un rôle fonctionnel important. Donc, il est essentiel face au changement climatique de maintenir cette trame de zones humides sur notre territoire déficitaire en eau. Alors, je vous ai mis, je n'ai pas le temps de vous le passer, un petit film de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse sur les zones humides. Vous aurez le diaporama, donc ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille de le regarder. C'est très pédagogique et c'est un outil qui peut être très intéressant à utiliser en atelier avec les élus ou avec l'ensemble des personnes, des citoyens, pour sensibiliser, pour comprendre le rôle des zones humides et pourquoi ils ont disparu. Donc, je reviens sur l'utilisation, entre guillemets, des zones humides pour limiter les impacts du changement climatique. Elles jouent donc 4 fonctions directement vis-à-vis de la gestion de l'eau. L'écrêtage des crues, toutes les zones humides qui sont situées, notamment toutes les prairies inondables situées dans les vallées inondables et les boisements permettent de récupérer une partie des eaux des crues et de les relarguer beaucoup plus progressivement aux rivières, donc limite évidemment les inondations. Elles réduisent le ruissellement avec leur rôle d'éponge, soutiennent l'étiage, et puis elles sont aussi des filtres, puisque l'eau passe par elles, donc comme toute éponge, elles absorbent une partie des éléments qui peuvent être transportés par l'eau et jouent du rôle de dépollution vis-à-vis de l'eau des rivières notamment et des captages. Ensuite, les autres fonctions support qui limitent les effets du changement climatique, ils ne sont pas moindres puisqu'il y a l'effet stockage de carbone. Les zones humides sont des zones où il y a une activité biologique assez intense, plus que dans les milieux secs, plus de végétation qui pousse, donc plus de stockage de carbone, plus de captation et de stockage de carbone que dans les autres milieux naturels. Gros rôle sur la biodiversité, ce sont des gros réservoirs de biodiversité et des corridors. Quand il s'agit des prairies inondables, des cordons de prairies tout le long des rivières, ça fait des corridors très importants. Ces milieux limitent les effets des fortes chaleurs, au moins localement. Zone d'étang, c'est assez connu, ça limite par l'évapotranspiration, ça limite de quelques degrés l'échauffement local. C'est aussi des milieux très végétalisés, donc la végétation aussi limite le réchauffement, donc ça a des effets là-dessus. Et puis une fonction de production, l'alimentation en eau, notamment l'abreuvement du bétail par exemple, zones humides, souvent associées à des sources, etc. Donc on peut avoir de l'eau naturellement dans les mares qui peuvent alimenter les troupeaux et ce n'est pas négligeable. Le fourrage, ça permet d'avoir des prairies humides encore sèches en fin d'été, encore en herbe verte en fin d'été pour nourrir les troupeaux, alors que sur les prairies sèches, on n'a plus rien du tout, etc. Donc voilà, elles ont des fonctions essentielles face au changement climatique. Pour cela, il faut qu'elles soient fonctionnelles et on a un véritable co-bénéfice biodiversité-climat. Donc là, c'était un petit rappel sur le rôle des zones humides. Maintenant, je rentre un petit peu dans le vif du sujet. Que peut-on faire?
Et donc, on a un outil à disposition dans le Gers, mais dans tout le bassin à Dour-Garonne, qui est la cellule d'assistance technique à la gestion des zones humides. C'est un outil d'intérêt général, vu qu'il est totalement subventionné et mis à disposition gratuitement auprès de tous les acteurs. Il a été impulsé par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne et conçu comme un levier d'intervention locale pour maintenir un réseau fonctionnel de zones humides sur un territoire donné. Donc, les 4 ZH sont territorialisés. Nous agissons sur tout le Gers, plus un petit peu dans la continuité, le bassin versant, Arras, Gimone dans le Tarn-et-Garonne. Et il y a des 4 ZH un petit peu répartis dans tous les départements du bassin à Dour-Garonne, portés par des structures diverses. Et le cœur de cet outil, c'est de mobiliser directement les gestionnaires des milieux humides et les acteurs locaux pour qu'ils préservent les zones humides en bon état. C'est avant tout basé sur le volontariat des gestionnaires. Voilà, c'est un outil gratuit qui apporte du conseil, ça je vais le détailler, mais qui est plutôt là pour assister, j'aime bien le terme d'assistant, hein, on assiste les gestionnaires directs pour préserver et améliorer la fonctionnalité des zones humides. Les 4 ZH, alors dans le Gers, elle est cofinancée par l'Agence de l'eau, la région Occitanie et l'Europe. Dans le Gers, c'est donc une petite marge Tarn-et-Garonne. Nous avons 782 gestionnaires réunis dans le réseau de gestionnaires qui gèrent environ, mis bout à bout, 2142 hectares de milieux humides. Donc, ce n'est pas si anodin que ça. Près de 1300 hectares de prairies humides, plus de 700 mares et 300 et quelques étangs. Qui sont les gestionnaires des milieux humides en Gascogne? Bon, sans surprise, hein, les 3/4, c'est des agriculteurs hein, dans nos paysages ruraux. On a 21% de particuliers, parce que quand on s'adresse tout ce qui est mares, plans d'eau, etc., appartient souvent à des particuliers. 5% de collectivités. On a peu de propriétés collectives dans le Gers, hein, donc voilà, c'est un petit peu à l'image de ça. Et puis 1% de autres qui peuvent être des associations, des ASA. On a l'ONF aussi qui fait partie des gestionnaires sur certains de ces sites. Donc les interventions, le réseau des gestionnaires est vraiment le cœur de notre action et on apporte à chaque gestionnaire qui s'engage du conseil technique individuel, donc gratuit pour gérer et suivre ces zones humides, du conseil aux collectivités qui le souhaitent, une animation collective de ce réseau par rapport aux journées techniques, etc. Une coordination territoriale avec tous les acteurs pour inciter tout le monde à agir en faveur des zones humides. Ça passe aussi par de la promotion un petit peu générale au niveau du grand public, de la coordination entre toutes les 4 ZH pour se professionnaliser et être plus fort, pour améliorer aussi les connaissances, pour alimenter le conseil technique qu'on va donner aux gestionnaires. Ça passe, alors le conseil technique individuel, c'est basé avant tout sur une co-construction des plans de gestion avec les gestionnaires de milieux humides. On fait un diagnostic sur place, donc nous, ce qu'on apporte, c'est des éléments de diagnostic et peut-être une vision autre de ce qu'ils ont à gérer, de leur milieu, de l'importance de leur milieu et de leur zone humide. Et on co-construit avec eux un plan de gestion pluriannuel. Donc, le thème de co-construction est important parce qu'on ne va pas leur demander de faire des choses, un cahier des charges qui serait impossible pour eux de tenir. On fait en fonction des moyens du gestionnaire, des outils qu'il a, du temps qu'il a. Voilà, ça peut être directement des grandes choses pour quelqu'un qui souhaite faire une restauration, y mettre les moyens, etc. Mais ça peut être aussi des petits changements progressifs pour quelqu'un qui n'a que quelques heures à consacrer à sa zone humide par an.
et peu de moyens. Voilà, l'idée, c'est de faire vraiment avec les gestionnaires, de préserver et d'améliorer petit à petit les fonctionnalités des zones humides. Un élément clé de réussite de cette action, c'est le suivi. On propose diagnostic et plan de gestion aux gestionnaires, mais on fait des visites régulières, tous les 1 à 3 ans. On revient voir la zone humide avec eux, on refait le point, on réadapte le plan de gestion. Et c'est vraiment, on se rend compte, bon, la 4ZH dans le Gers, c'est depuis 2013, donc ça fait 2003, pardon. Depuis 2003, donc ça fait 18 ans. On a quand même une certaine antériorité. C'est petit à petit, visite après visite, qu'on a vraiment des résultats. Certains gestionnaires s'y mettent tout de suite, mais la plupart, il leur faut un temps pour s'accaparer vraiment l'importance et la protection de leurs zones humides. Et on voit vraiment des résultats après plusieurs visites. Et on a la chance, à travers ce dispositif, de pouvoir faire ce suivi. Ce n'est pas le cas de plein d'autres dispositifs. Je pense à Natura 2000, puisqu'on est animateur, où là, on n'a pas forcément les moyens pour suivre les gens. Donc, on leur fait des diagnostics, on leur propose des mesures à mettre en place, des contrats, mais on n'a pas forcément des moyens pour les suivre, ces contrats. Et des fois, on s'aperçoit qu'au bout de 5 ans, ça a été mal suivi, etc. Là, c'est une chance de pouvoir suivre. Et ces visites ont été plébiscitées par les gestionnaires dans des enquêtes réalisées lors d'une évaluation faite par l'Agence de l'eau en 2018. Ils apprécient vraiment cet accompagnement. Ensuite, il n'y a pas que la gestion, il peut y avoir de la restauration. Donc là, on apporte un peu notre assistance pour restaurer, rechercher des solutions techniques, faire des cahiers des charges de manière à préserver la zone humide et l'améliorer, du suivi de chantier avec les entrepreneurs, parce que ce n'est pas toujours évident ce qu'on demande par rapport aux entrepreneurs qui existent sur le terrain. Et on recherche aussi, on monte éventuellement des dossiers de financement pour les gestionnaires pour pouvoir financer cette restauration. Là, vous avez l'exemple d'une mise en défend, une descente aménagée d'une mare donc, qui était dégradée par le troupeau qui allait dedans, qui empêchait la végétation et la mare finalement de trouver son équilibre et de jouer son rôle d'épuration, etc. Donc là, on a mis en défense à clôturer la majeure partie de la mare et on a fait une descente aménagée propre de manière à ce que les vaches puissent, elles ont une barrière, donc elles peuvent aller boire, mais elles ne vont pas plus loin que la barrière, donc elles n'abîment plus la mare. On a préservé à la fois l'usage de la mare, qui est assez essentiel pour sa durabilité dans le temps, parce qu'une mare qui n'a plus d'usage, le propriétaire ne s'en occupe plus, il la comble. Mais on a aussi amélioré sa fonctionnalité. Un autre élément essentiel, c'est l'accompagnement qu'on a intitulé agrofoncier. Beaucoup de nos zones humides, et notamment tout ce qui est prairies humides inondables, disparaissent parce que l'élevage diminue. Et donc, quand l'éleveur arrête, part à la retraite, transmet sa prairie, souvent à ce moment-là, elle est reprise par un céréalier qui n'en a plus usage, donc qui va avoir tendance à la retourner. Donc, on recherche pour les agriculteurs des fermiers, des repreneurs pour assurer la gestion des zones humides, les mettre en rapport avec des éleveurs, les aider à rédiger des baux à clause environnementale. On travaille avec la SAFER pour ça et en CDOA pour faire une veille SAFER aussi, pour pouvoir intervenir quand il y a une zone humide qui change de main. Au niveau de l'animation du réseau de gestionnaires, on favorise le partage d'expériences entre les gestionnaires, puisqu'il y en a qui ont développé d'eux-mêmes des solutions. Donc, on fait des formations, des journées d'échange, des visites de chantier. On a aussi fait un voyage d'études dans le département des Landes voisins pour aller voir d'autres milieux et d'autres expériences, d'autres acteurs. Voilà, nos conseils sont aussi basés sur le partage d'expériences, évidemment. On crée des références techniques pour les gestionnaires. Donc, on a tout un panel de fiches techniques sur les différentes thématiques qui peuvent intéresser nos zones humides.
Elles sont toutes téléchargeables sur le site internet de la DASEA et on les remet en main propre aux gestionnaires. On organise des chantiers participatifs, ça c'est plus pour impliquer l'ensemble des acteurs. Pour tout ce qui est thématique d'espèces invasives, on a souvent en plus besoin de main-d'œuvre pour aller arracher des lagarosiphons, myriophiles, jussis, etc. Plus on a de mains, mieux c'est. Donc on a organisé des chantiers d'arrachage, soit avec des lycées, soit avec les citoyens des communes sur Montpezat. Là, c'était le conseil municipal qui était venu nous aider et l'école communale. Sur le lac de Montréal, c'était plus largement tous les citoyens qui avaient été invités. Et puis, on a aussi organisé des chantiers d'arrachage pour les salariés du Crédit Agricole en 2019, qui nous ont mis à disposition une centaine de salariés. Et on a pu faire 4 chantiers d'arrachage, donc c'était et de nettoyage de berges. Donc, c'était quand même intéressant et ça permet de sensibiliser en même temps des personnes autour de ces zones humides. On a une exposition pour sensibiliser aux zones humides qui est à disposition de tous les partenaires qui le souhaitent, des collectivités, des associations, des collèges. Et on réalise des animations pour sensibiliser tout un chacun en co-organisant des événements spécifiques, notamment à l'occasion des Journées mondiales des zones humides, de la fête des mares, mais aussi de participation à tout un tas d'événements, souvent en co-organisation avec d'autres partenaires, comme notamment le CPI. Au niveau du conseil aux collectivités, donc là, c'est un petit peu différent du conseil technique individuel direct au gestionnaire, puisqu'il y a une partie simplement portée à connaissance. C'est déjà important, à force, nous, de voir des zones humides, on a fait des inventaires, etc. Donc, on a une certaine base de données. Donc, à toutes les communes qui nous sollicitent, souvent à l'occasion des documents d'urbanisme, on porte à connaissance les zones humides et les milieux humides qu'on a sur leur territoire et des intérêts avec un petit topo quand même sur l'intérêt, sur la façon dont elles fonctionnent pour qu'ils puissent le prendre en compte. On a organisé des ateliers de prise en compte de la TVB des zones humides en lien avec le document d'urbanisme qu'ils feront par la suite, un petit peu comme fait la DDT 47, dans le cadre par exemple du PLU de Gimont ou de l'Atlas de la biodiversité intercommunale de l'agglomération du Grand Auch. Ensuite, certaines collectivités ont des espaces de zones humides ou de milieux humides en propriété. Donc là, on peut les accompagner directement, comme pour les particuliers, pour la mise en place d'une gestion. Ça passe en général par la recherche de solutions un peu plus originales, puisqu'ils n'ont pas forcément les moyens eux-mêmes de gérer ces espaces. Donc là, par exemple, on avait établi un contrat d'agropastoralisme entre la commune et un éleveur pour gérer les alentours du lac de Luby à Cazaux. Un autre exemple, là, c'est sur la commune de Les Jourdains, la grande zone humide, donc la plus grande zone humide d'un seul tenant qu'on ait sur le département. C'est à Les Jourdains, vous la connaissez tous parce qu'on la traverse, on passe au-dessus avec la nationale 124. Donc, on a appuyé dans un premier temps la communauté de communes de la Gascogne toulousaine pour restaurer une zone d'épandage de crues et de protection de captage, restaurer une prairie humide. Et puis, depuis plusieurs années, que ce soit avec la communauté de communes, que ce soit avec la commune, on réalise notamment des actions d'animation foncière en lien avec un aménagement foncier qui a lieu dans le secteur. On a accompagné les collectivités pour définir les priorités d'acquisition éventuelles, diagnostic des parcelles en vente, proposition d'acquisition et d'échange, de mise en place de baux à clause environnementale avec des agriculteurs pour gérer ces parcelles. Et on est en cours de rédaction d'un plan de gestion collective de cette zone humide qui est devenue un espace naturel sensible pour assurer la préservation des milieux humides et des activités humaines de la zone, puisqu'il y a dans cette zone une base de loisirs, donc il y a de l'accueil du public. C'est un espace donc sport et nature, chasse, pêche,
et agricole aussi. Donc, il faut tenir en compte tous les enjeux pour maintenir la zone humide en bon état fonctionnel, mais aussi en lien avec toutes les activités qu'il y a dessus. Je vais terminer. Je pense que j'ai un peu dépassé le temps, mais c'est la dernière diapo. Quelque chose d'essentiel pour la réussite de la préservation des zones humides sur un territoire, c'est évidemment la coordination entre acteurs. Donc, en premier lieu, zone humide, zone inondable, ben, on est en lien étroit avec les syndicats de rivières, hein, partenariat local avec les différents syndicats de rivières et structures GEMAPI qui sont sur ce territoire. Des travaux et des animations en commun avec les associations départementales comme le CPIE, le GOG, Arbre et Paysage 32 et régionales, le CNNEO. Partenariat avec la Fédération des chasseurs, très important pour la restauration de mares, puisqu'on en est à plus de 30 mares restaurées dans le cadre du programme Minéoc. Avec la Fédération des pêcheurs du Gers, on a fait une opération amélioration d'un petit ruisseau qui s'appelait le Béziot pour l'accueil de l'écrevisse à pattes blanches. Il y avait encore des populations sur ce ruisseau. Et donc, on a fait tout un travail avec les agriculteurs pour notamment restaurer les descentes, mettre en place des descentes aménagées pour que le bétail continue d'aller boire dans le ruisseau sans le dégrader. Ensuite, on a travaillé avec l'institution Adour, on travaille toujours, on a participé au projet de territoire Midour et on entame un projet de restauration de 2 zones humides sur, de tête de bassin versant sur la Midouze. Partenariat avec la SAFER, j'en ai déjà parlé, notamment pour la veille foncière, participation à la politique espace naturel sensible du département, participation au SAGE NEST, Midouze Adour, et au PAOT, programme d'action sur l'eau mis en place par les DDT, participation à l'élaboration du SCOT de Gascogne, qui c'est important que dans les documents de planification puissent prendre en compte en amont les zones humides, bien sûr. De nombreux échanges techniques avec la CATER, les services CATER, SATES, DDT, OFB, DRIAL, etc. Donc ça, c'est assez presque au quotidien, on va dire. Des travaux de valorisation avec des offices de tourisme et un pays en particulier, le PETR Armagnac, hein, qui souhaite valoriser ces zones humides, en faire un atout pour leur territoire. Participation à des atlas communaux et intercommunaux de la biodiversité à Saint-Clar, le Grand Auch, à Staracarros en Gascogne, Île-Jourdain. Participation au réseau des gestionnaires des espaces naturels d'Occitanie, mené et coordonné par l'Agence régionale de la biodiversité. Participation au groupe de travail agriculture et zones humides du plan national d'action milieu humide, coordonné par le ministère de l'écologie et la PCA au niveau national. Donc, je prends un petit peu de hauteur, mais disons que nos actions locales, ça dépend aussi des orientations et des choses qui sont faites à plus haut niveau. Donc, on travaille avec tout le maximum d'acteurs pour préserver nos zones humides. Voilà, j'en ai fini avec l'adresse du site internet de la DASEA. Il y a une section 4ZH où vous pouvez télécharger et aller voir un petit peu plein d'informations sur le fonctionnement. Voilà, je suis maintenant à votre écoute. Merci beaucoup Claire pour cette présentation. Donc effectivement, on a un petit temps, comme tout à l'heure, un peu plus court, mais un petit temps d'échange et de questions. Donc il y a déjà des questions qui ont été posées sur le chat. Alors moi j'en avais une aussi qui était plus, là tu nous as présenté effectivement Claire toute la partie restauration de la fonctionnalité des zones humides. Puisqu'on sait qu'effectivement restaurer un espace permet de restaurer les espèces. Est-ce que vous avez du recul par rapport au nombre d'espèces en fait qui, avant, après restauration, on va dire les impacts de la restauration et de la mise en défense parfois, est-ce que par rapport, je ne sais pas, aux libellules, aux cistules, etc., est-ce que vous avez des données, on va dire, des impacts de cette restauration qui, à mon avis, sont très importants?
On a quelques résultats, mais on va dire que c'est plus en matière de végétation et d'habitat qu'on le suit. Les espèces, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut mettre en place des protocoles coûteux dont on n'a pas forcément les moyens. On peut suivre, par exemple, on a de la cystite d'Europe sur toutes nos mares et étangs. Donc, on peut constater, on travaille aussi avec le propriétaire qui va nous dire oui, j'ai vu beaucoup plus de cystites qu'avant, etc. Mais on n'a pas forcément les moyens de suivre. On fait quelques suivis dans le cadre de Natura 2000, mais là, c'est plus compliqué. Mais c'est plus du constat voilà, occasionnel. Et c'est plus, par contre, les habitats qu'on suit, la reconstitution d'habitats de zones humides qu'on peut constater sur tous ces milieux où on agit. Tout à fait. La restauration d'habitat, de toute façon, permet le développement des espèces. Oui, voilà, c'est le postulat. Voilà, en partant de la flore, on suppose que la faune revient en meilleure santé. Alors, dans les questions qu'on avait, il y en a une qui a été répondue directement par Nathalie, du coup, sur la création de zones humides, fosses naturelles en milieu de bois, mais bon, Nathalie a répondu par rapport à ça dépendait des situations, de l'étape, on va dire, de manière privée, temporaire, permanente. Par contre, après, il y a une autre question qui est un peu plus... alors, c'est plus une question directement de le positionnement de la DASEA par rapport à la création de nouveaux lacs collinaires par rapport au changement climatique. On va dire, on en a parlé la dernière fois, lors de la dernière intervention, effectivement, sur le thème de l'eau. Là, voilà, est-ce qu'il y a un positionnement par rapport à cette création de nouveaux lacs collinaires par rapport au changement climatique et les impacts? L'impact, je veux dire, de l'installation d'un nouveau lac collinaire, ça va être surtout sur la biodiversité et sur l'hydrologie, on va dire. Voilà. Après, bon, il y a des études qui montrent que voilà, on réduit de quelques degrés quand il y a des lacs, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que on n'est pas du tout notre connaissance. Donc, voilà, création de nouveaux lacs collinaires, c'est assez compliqué même au niveau biodiversité parce qu'on voit l'exemple de Puy-d'Arieux ou le lac de Puy-d'Arieux, etc. Ça a développé de la biodiversité, etc. Nos vieux étangs de l'Armagnac qui ont été créés au Moyen-Âge, qui accueillent aujourd'hui habitats d'intérêt communautaire et espèces d'intérêt communautaire, on peut se dire, bon, ben voilà, ça a favorisé une certaine biodiversité. Par contre, effectivement, par rapport à l'écoulement des cours d'eau, etc., ça perturbe grandement. Ce qui est certain, c'est que les grandes retenues, par contre, perturbent énormément tout ce qui est faune piscicole et aussi tout ce qui est autour. Donc, c'est très, très impactant pour toute une vallée, pour tout un fonctionnement, pour tous les écosystèmes. Donc, les grands lacs collinaires, c'est quand même les grandes retenues, c'est très problématique, mais ça, tout le monde en est conscient. Voilà, les petites retenues ponctuelles telles qu'on a actuellement dans le Gers, bon, ce qu'il y a, c'est qu'on en a déjà beaucoup, donc ça serait déjà bien d'utiliser celles qui existent avant de penser à en construire de nouvelles. Voilà. Mais après, voilà, ça dépend comment on fait, où on fait, etc. aussi. Il y a beaucoup. C'est une vaste question. Merci pour cette réponse. Alors, j'ai une autre question sur le chat de M. Bourguignon de la communauté de communes d'Artagnan-Fezensac, alors qu'il y a quelque chose de plus technique par rapport au MAE, les mesures à écrire environnementales. Sur un cours d'eau, pourquoi une seule rive est reconnue en MAE? Alors ça, je te laisse répondre. Alors là, je pense que M. Bourguignon, vous devez parler d'un cas particulier. Donc, si vous pouvez me préciser, parce que c'est juste des histoires de territoire et de limites de territoire. À un moment, il faut donner une limite et prendre les cours d'eau, les routes, les chemins, etc. pour donner des limites. On est certain de ne pas couper les mesures agri-environnementales, c'est des parcelles agricoles, donc on est certain de ne pas couper de parcelles agricoles.
voilà, parce qu'il faut définir une limite par rapport au financement, aux enveloppes budgétaires et un périmètre cohérent par rapport aux enjeux. Et cette limite, voilà, de temps en temps, ça peut être une rivière. Et du coup, effectivement, on aura la mesure agrémentale sur une rive et pas en face parce qu'on n'est plus dans le même, dans le même territoire. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, voilà, ben, c'est vrai il s'agit d'un cas précis, ça concerne la rivière Ozou. Et justement, voilà, il y a un côté, enfin, les deux côtés, les deux rives sont très humides par endroits. Et la question est celle-là, oui, pourquoi la rive gauche est reconnue étant MAE et pas la rive droite. Voilà. Donc, alors qu'il y a quand même des zones très, très humides. Oui, non, mais ça, c'est le problème. Alors, les MAE, j'en ai pas parlé, hein, les mesures environnementales, on sort du cadre de la 4ZH, mais voilà, on a des enveloppes, on doit définir un périmètre et on est dedans, on n'est pas dedans, c'est toujours très particulier. On sait qu'on passe à côté. La 4ZH, par contre, on agit partout, là où on apporte du conseil sur toutes les zones humides, rive droite ou rive gauche, tant qu'on est dans notre territoire gersois et un petit peu sur le Tarn-et-Garonne. Voilà. Il nous arrive même d'amener du conseil de l'autre côté des barrières, des frontières départementales et régionales. Je vous remercie. Merci. Alors après, je pense que c'est plus une réaction de la part de Virginie Spadafora par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la création de retenues collinaires, qui disait que utiliser celles qui existent et aussi agir pour une consommation d'eau raisonnée pour ne pas avoir besoin de retenues supplémentaires. Oui, bien sûr. Ça, on est toujours effectivement... Mais bon, on sait que par rapport au domaine de l'agriculture et de l'irrigation, on a des cultures aujourd'hui qui, au vu des simulations, n'auront plus raison d'être, des cultures gourmandes en eau aujourd'hui qui vont sans doute disparaître. Par contre, on a une météo devenue très, très capricieuse avec des périodes de sécheresse là où il n'y en avait pas. Et donc, les agriculteurs vont quand même être amenés des fois à irriguer des choses qu'ils n'irriguaient pas avant, des cultures, le blé, la vigne, etc. Parce qu'il y a plus, il fait trop sec de temps en temps en hiver, au printemps, alors que c'était des périodes où traditionnellement il pleuvait beaucoup. Donc les années se suivent et se ressemblent pas. C'est difficile à savoir d'avance. Mais dans ce cadre-là, c'est vrai que les agriculteurs qui ont des réserves d'eau vont être privilégiés par rapport à ceux qui n'en ont pas. C'est clair. Oui, ça fait écho à notre première visio où on avait parlé justement de changement du climat et de l'adaptation au niveau agricole, notamment voilà. des plantes. Et malgré tout, pour faire pousser des plantes, il faut de l'eau. Mais donc pour l'agriculture, il faut de l'eau. Merci. S'il y a d'autres questions, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions sur le chat ou en direct, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, n'hésitez pas à lever la main ou nous envoyer un petit message. Alors, il y avait des questions sur le chat. Je vois auxquelles n'ont pas répondu. Y a-t-il une action à mener à titre privé sur nos zones humides afin de favoriser le remplissage en eau d'un genre de fosse naturelle au milieu d'un bois? Pourquoi pas? Enfin, là, tout est possible. Je ne sais pas si vous voulez intervenir pour un peu expliciter, mais on peut réfléchir à améliorer effectivement la fonctionnalité de zones humides, que ce soit dans un bois ou dans un espace ouvert. Effectivement, après, on étudie aussi, et là, des fois, on travaille avec les services de l'OFB et de la DDT, le cadre réglementaire aussi. Puisque quand on est en zone inondable, par exemple, bon, faire des blais ou des remblais, ce n'est pas forcément possible. Voilà. Donc, on regarde ce qui est possible dans le cadre réglementaire. Oui. Je vous préciser quelque chose, si c'est possible, à savoir que j'ai découvert, j'ai 5,5 hectares de bois dans le Gers.
près de la commune de Lannepax, et j'ai découvert une fosse naturelle, mais depuis que j'ai acheté, il y a une trentaine d'années déjà, sans pour autant être agricultrice, puisque je ne vivais pas sur le secteur à l'époque. Et en fait, c'est un trou qui est très imposant, donc dans lequel je n'ai jamais, ni personne, pris le risque de descendre. Mais il y a parfois de l'eau au fond, mais parfois pas. Et c'est pourquoi, comme quelqu'un m'a répondu tout à l'heure que ça pouvait être temporaire, bon, ok, j'ai accepté l'argument. Simplement, il y a à proximité une source aussi, et je me dis qu'il doit y avoir de l'eau sur ce secteur-là. On est en plein dans le sujet. Je souhaitais savoir si ce genre de fosse qui est en fait envahi de végétation, dans le creux, qui est important, il y a voilà, quelque chose à faire, mais à titre privé, sans être agriculteur et sans être équipé d'extraordinaires machines. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un peut avoir la compétence nécessaire pour identifier ce trou, dire à quoi ça sert, si c'est dangereux, si c'est utilisable? Il mérite voilà. en tout cas un diagnostic, parce que vous dites trou, il y a peut-être des choses intéressantes au niveau biodiversité aussi. Il y a peut-être effectivement un lien avec une source en eau, et c'est tout simplement une petite source qui de temps en temps, qui est au fond du trou, hein, tout simplement, au lieu d'être un remplissage en lui-même, puisqu'à mon avis, ça ne doit pas être étanche, sinon vous auriez le trou totalement rempli d'eau. Donc, ça peut être intéressant en tout cas de venir expertiser et de comprendre comment ça fonctionne. Et après, voir s'il faut faire quelque chose ou pas. Ça signifie qu'il faut revenir vers vous après cette vidéo. Voilà. D'accord. Tout à Merci. fait. Okay. Du coup, je vous propose qu'on s'arrête là s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on tenait à remercier vivement nos deux intervenants d'aujourd'hui, donc Thomas Roussel de l'OFB et donc Claire Lemouzy de la DASEA. Donc, pour rappel, je vous enverrai un mail d'ici la fin de semaine avec donc le diaporama de la DASEA, les coordonnées de l'OFB s'il y a des questions un peu plus précises. La visioconférence a été enregistrée, donc je vous enverrai également un lien. On a créé un dossier sur Google Drive où vous avez accès du coup aux 3 visioconférences avec les diaporamas des intervenants et l'enregistrement des visioconférences que vous pouvez revoir si vous le souhaitez. Et du coup, avant de terminer, donc on voulait juste, j'en ai un petit peu parlé en début de visio, mais vous rappelez le pourquoi on avait organisé ces visioconférences et surtout parler du après. Avec l'aide du Grain Occitanie, on s'est lancé dans le projet Territoire et Réseau. Donc, le but, en fait, c'est de relancer un petit peu de lancer une mise en réseau des acteurs gersois de l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on avait organisé ces assises en janvier 2020. L'idée, c'était de faire une journée de rencontres pour vraiment échanger, partager les expériences et voir sur quoi il y a du besoin, sur quoi on pourrait travailler ensemble. Donc, comme je l'ai dit, cette journée n'a pas pu avoir lieu malheureusement. Donc, on a décidé de faire ces 3 visioconférences alors qui étaient plus aussi sur de l'apport de connaissances, parce que c'était aussi un besoin qui était ressorti de l'état des lieux. Cet état des lieux, je vous enverrai également le lien dans le mail. Donc, c'est un état des lieux qui inventorie, répertorie les acteurs intéressés, les acteurs gersois de l'environnement pour après pouvoir mettre en réseau toutes ces structures. Donc, ce qui est ressorti en premier lieu de l'état des lieux, c'est les rencontres, se rencontrer entre structures, échanger sur les projets et faire des projets ensemble. Alors, c'est un peu la question qui se pose maintenant. C'est vrai que la thématique abordée lors de ces 3 visios, c'était le changement climatique, alors d'une façon un peu plus générale avec la première visio, pour avoir vraiment des infos techniques, avec notamment l'intervention de Météo France.
Sur la deuxième vision, on a parlé un petit peu de l'impact du changement climatique sur la ressource en eau, vu qu'on est assez concerné dans le département. Et là, l'idée de la troisième, c'était de voir un peu l'impact du changement climatique et les outils qui étaient mis à disposition sur le département par rapport à la biodiversité. Et la question qui était posée, c'est comment agir ensemble sur le territoire gersois, toujours dans cette idée de mise en réseau, comment agir ensemble pour lutter ou face au changement climatique. Donc, lors des 3 visios, il y a quelques outils, quelques réponses qui ont été apportées, et heureusement. Mais du coup, l'idée, ça serait ensemble, voilà, avec les partenaires qui ont été mobilisés lors de ces 3 visioconférences. Donc, il y avait beaucoup d'élus, de collectivités, il y a eu des associations environnementales, il y a eu des institutions, enfin, c'était assez varié. Mais maintenant, voilà, quelle suite donner? Donc, on voulait aussi un peu profiter les 5 dernières minutes de recueillir peut-être un peu vos avis, vos attentes et vos besoins. Dans l'idée, nous, on aimerait vraiment organiser une autre journée d'échange, soit d'ici la fin de l'année, soit peut-être en début d'année 2022. Donc déjà, pour vraiment se rencontrer et favoriser cette interconnaissance qui a assez demandé, et pour voir concrètement ensuite comment agir ensemble. Est-ce que là-dessus, sur l'organisation d'une éventuelle demi-journée, d'une journée de rencontre, est-ce que quelques-uns veulent réagir en direct ou nous faire part, voilà, éventuellement de besoins, d'attentes particulières par rapport à cette mise en réseau ou pas? Donc, soit ou par discussion sur le chat, à l'oral, comme vous voulez. Si ça se fait, voilà, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce qu'il y aurait une thématique? C'est vrai que là, on avait pris le changement climatique, c'était assez large. Après, on avait décliné sur l'eau, la biodiversité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Donc, on a des remerciements, en tout cas sur les cycles de conférences. J'ai vu qu'il y avait aussi un pouce levé sur justement l'organisation de ces journées d'échange. Nous, on va faire en tout cas en interne le bilan un petit peu de ces visios et de ce cycle-là de visioconférence, voir comment ça s'est passé. Et dans tous les cas, ce qui est peut-être important pour nous, désolé de répéter, mais c'est si vous êtes intéressé de remplir ce fameux état des lieux. Et ensuite, on vous tiendra au courant en fait, de la suite de cette mise en réseau et de voir un petit peu comment travailler ensemble. Et du coup, il y a des petits commentaires de Gauthier Jacquemin. Clairement, le changement climatique est le sujet sur lequel les acteurs de l'environnement doivent se mobiliser aujourd'hui. OK. Eh bien, on vous tiendra au courant. Non, merci beaucoup en tout cas pour votre participation relativement importante pendant ces trois visioconférences. Et effectivement, on va s'attacher à faire un petit peu le bilan de ces 3 journées pour pouvoir vous proposer une rencontre physique dans les mois qui viennent. Et puis après, n'hésitez pas à nous ressolliciter, à nous demander des informations pour qu'on puisse construire ensemble aussi. Et si vous êtes partant pour nous aider à construire ce projet ensemble de construction de réseau, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous aider sur ce travail de mise en réseau des acteurs. Merci en tout cas à vous tous. Du coup, on va conclure là-dessus. Il y avait juste une question sur l'organisation de journées d'échange à une échelle de territoire plus petite. Alors, pourquoi pas? Après, ça voudrait dire peut-être organiser plusieurs demi-journées d'échange dans l'année. Peut-être qu'à une échelle de temps assez courte, peut-être pas de suite. Je pense que ça sera peut-être des journées d'échange à plus grande échelle, en tout cas départementale. Et après, selon dans les réseaux, voilà, s'il y a des groupes de travail qui se constituent sur telle ou telle thématique, effectivement, peut-être que là, ça pourrait être à plus petite échelle. En tout cas, ça construira avec vous aussi, selon les personnes qui auront.
Merci beaucoup, donc encore une fois aux intervenants. Merci à vous d'avoir participé. Je sais qu'il y en a qui étaient présents aux 3 visioconférences et qui ont suivi voilà, tout le cycle. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Comme l'a dit Sandrine, vous avez notre mail. Moi, je vous envoie toutes les infos, mais si vous avez besoin d'autres choses, n'hésitez pas à revenir vers vous. Et on vous tient au courant prochainement, ou pas très prochainement, mais de la suite en tout cas de ce projet. On reviendra vers vous pour vous tenir au courant. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une bonne journée. On vous dit à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.